Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Ça fait plein de fois qu'on fait cette introduction, puisqu'aujourd'hui, podcast spécial, on s'intéresse, après Trevor Whitman, qui avait été d'ailleurs particulièrement apprécié, on vous remercie, cool. parce que c'est vrai que c'était un, entre guillemets, petit pari de notre part. Mais ça fait plaisir justement que quelqu'un d'aussi précis et pas en lumière soit demandé et que les gens kiffent en entendre parler. Donc, merci à vous, et donc aujourd'hui, on fait le point, puisqu'on a été côté Gedji, là on va aller côté Khabib Nurmagomedov avec Monsieur Ali Abdelaziz, sans doute la personnalité la plus puissante, la deuxième personnalité la plus puissante du MMA derrière Dana White, président de l'UFC. Vous allez voir pourquoi. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu et à vous abonner parce qu'on a une opération qui est lancée de grande envergure, de grande ampleur. 50 G's, 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Évidemment, nous comptons sur vous. En tout cas, on a été particulièrement suivis. Oui, voilà, c'est un truc de ouf. Enfin, on veut vraiment que ça marche et ce serait la folie si ça marchait. On pensait pas que ça marcherait aussi bien en fait. Donc en tout cas, merci à vous. C'est ouf. Voilà, il va y avoir quelques cuts en tout cas dans cet épisode un petit peu particulier puisque caprice de l'écran, caprice des dieux, caprice à deux. Capricone. Allez, à très vite. Enfin, très vite. Bah non, c'est parti pour l'épisode. J'ai mon portable, certains l'avaient signalé comme quoi c'était un manque de respect envers Russ. Pas du tout. C'est parce que il y a quelques notes sur ce portable. Notre cher Russ qui, à hors-champ, a un magnifique écran pour de temps en temps lui rappeler éventuellement quelques informations clés. En fait, surtout dans des podcasts comme ceux-là où ça n'a pas vraiment affaire au combat pur, parce que là on peut y aller, enfin je pense comme c'est notre passion, mais effectivement quand il faut des noms précis, des sources dates précises, on n'a pas envie d'être à peu priste, donc on a généralement un téléprompteur. Parce que nous sommes des professionnels. Alors donc on va s'intéresser aujourd'hui à Ali Abdelaziz qui est peut-être, sûrement même, le deuxième homme le plus puissant du MMA derrière Dana White. Donc manager de sportifs, né le 4 décembre 1977 au Caire, donc en Égypte, qui a commencé donc les arts martiaux par le judo, 5 fois champion d'Égypte. Il a même fait les Jeux Olympiques en 96, avant de partir ensuite aux États-Unis. Donc il va y avoir deux parties. La partie Dominance MMA, pour laquelle aujourd'hui les gens le connaissent, donc à savoir son agence de gestion de carrière, où il représente plus de 100 athlètes, parmi lesquels, attention, la name dropping, Cody Garbrandt, Gilbert Burns, Justin Gaethje, Henry Cejudo, Kamaru Usman, Kyle Harrison, Khabib, Kelvin Gastelum, Zabit Magomedsharipov, Lance Palmer, champion du PFL comme Kyle Harrison, Anthony Rumble Johnson, Islam Makhachev, Magomed Ankalaev, Marlon Moraes, et on en passe. Voilà, il y a aussi Fabricio Werdum, Et on en passe parce qu'il a une écurie de plus de 300 combattants. Exactement. On n'a même pas dit Frankie Edgar. Voilà, c'est dire. Donc on va commencer par le parcours de notre cher Ali Abdelaziz, parce que vous allez voir effectivement que il a été assez tumultueux finalement pour arriver là où il est aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire il a suivi quelque chose d'assez classique dans ce que font la plupart des agents, à savoir aux États-Unis bien évidemment, école de droit, ou université en droit, diplôme, tout ça, ensuite vous rejoignez une énorme agence et petit à petit vous montez les échelons jusqu'à former votre propre société. Bah non, Ali Abdelaziz ça a été quand même assez particulier. Ouais, en fait, il sait, comment dire, la manière dont il est devenu manager, c'est très simple. En fait, on peut le résumer il était à la Renzo Gracie Academy, donc à New York, et en fait, il y a un moment donné, Renzo Gracie qui lui a demandé, parce qu'il avait besoin d'un manager, de montrer qu'il avait un manager, il a demandé à Ali Abdelaziz, écoute, ça te dit de dire que t'es mon manager? Et Ali a fait ouais, pas de problème. Et en fait, c'est comme ça qu'il a d'abord été manager, comme ça, un peu genre sur le pouce de Renzo Gracie. Et en fait, après ça, il est devenu manager d'amis, de partenaires d'entraînement, de connaissances en lesquelles il avait confiance. Et le bouche à oreille. Voilà, dans le cercle d'abord assez fermé, et puis en fait, le bouche à oreille faisant le reste, il est devenu l'empire qu'il est aujourd'hui. Alors évidemment, c'est une entreprise, Dominance, c'est pas que Ali Abdelaziz, ce serait humainement impossible d'avoir 300 combattants à gérer tout seul. Mais voilà, et il est parti simplement comme ça, en fait. Donc, et aujourd'hui, il a différents présidents locaux pour Dominance MMA, pour les différents marchés, Russie, Brésil, et puis même Dan Ige aussi, qui est
actuellement combattant de la catégorie featherweight, top 10 mondial si je ne m'abuse, et qui a aussi des responsabilités pour l'entreprise. Point important, tout ce que nous allons dire au niveau des informations, bien évidemment, c'est sourcé, et on vous mettra les liens de tous les articles, tous les bouquins, parce qu'il y a notamment un bouquin dont Ross va vous parler, qui est assez riche concernant Ali Abdelaziz. Que j'ai pas lu, hein, c'est seulement... On a récupéré des extraits. Ouais, voilà, enfin, en fait, quand vous allez, donc, par exemple, sur les liens qu'on va vous mettre du Washington Post et, enfin, de certains de Bloody Elbow, qui sont quand même des journaux sérieux, il cite ce bouquin-là, qui est le bouquin à partir duquel, donc, la fameuse conférence de presse de Khabib McGregor, à partir de laquelle McGregor a, entre guillemets, mis en lumière certaines zones sombres de la vie d'Ali Abdelaziz. Mais avant ça, je voudrais juste dire quand même que ce qui est assez intéressant avec le style de management de Ali Abdelaziz, si on peut juste un tout petit peu continuer là-dessus, c'est le fait que il est très polarisant. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde du MMA, dans la même sphère, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a ceux qui le haïssent par sa manière très agressive de manager. Il y a ceux qui l'adorent parce qu'ils font partie de son écurie et qui le disent. C'est un mec qui a tout fait pour eux. C'est un mec qui s'est donné à fond pour eux. C'est un mec en qui ils ont confiance. Et par exemple, il y a eu quand il a été un peu malmené publiquement, Ali Abdelaziz, avec Cody Garbrandt qui est venu à son chevet, ou en disant, enfin à son chevet, il était pas non plus, mais en disant, bah moi, c'est quelqu'un en lequel j'ai 100% confiance, il a toujours tout fait pour moi et tout. Et ça semble, c'est ce qu'il dit lui-même, Ali Abdelaziz, il veut que son management, ce soit un management de confiance, entre amis, familial, il utilise le mot familial. Et en fait, force est de constater que c'est un peu le cas, parce que quoi qu'on en dise, Ali Abdelaziz, donc il est ancien combattant de MMA, il a un record de 1-3, mais il a quand même fait du MMA en professionnel, et il cut du poids avec ses combattants, il s'entraîne avec les combattants qu'il manage, il est constamment avec eux, quand il y a des bagarres, il est avec eux aussi. Enfin, Kamaru Usman, Colby Covington, par exemple. Voilà. C'est vraiment, il construit de la camaraderie avec ses propres combattants. Et puis, il y a aussi le fait que, parmi les 300 combattants, il y a une énorme partie de son roster qui est soit des pays, soit des Russes ou des combattants des pays de l'Est, soit des pays de confession musulmane, mais il ne discrimine pas, puisqu'il a de absolument toutes les ethnies, toutes les confessions religieuses, toutes les provenances, toutes les cultures. Donc, de toute façon, on le voit, quand tu vois dans le même panel, quand il regroupe ses meilleurs combattants, qu'il y a Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman, etc. Voilà. Preuve is in the pudding, the proof is in the pudding. Donc voilà, pour ce qui est de son style de management. Alors, donc, son parcours. Son parcours, donc... son parcours, on va dire, tout ce qui était par rapport, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse surtout, c'est notamment la fameuse conférence de presse de l'UFC 229 avec le terroriste snitch de Conor McGregor. En fait, qu'en est-il ? Donc de toute façon, Arte. De toute façon, en fait, voilà, nous on peut, alors on ne peut relayer que ce qui a été entre guillemets sourcé par la suite. Donc il y a pas mal de trucs qu'a dit Conor McGregor qu'on ne relayera même pas puisque ça n'a pas été ni prouvé, ni sourcé ensuite, ni quoi que ce soit. Donc on va s'en tenir simplement aux faits et en tout cas ce qui est dans les articles, qui sont des articles sérieux et dans le fameux bouquin. Et ce qui se trouve dans le fameux bouquin qui s'appelle donc, c'est parti, Enemies Within, Inside the NYPD's Secret Spying Unit and Bin Laden's Final Plot Against America. Donc en gros un truc sur le terrorisme aux États-Unis et toutes les ties de Ben Laden, etc. Et tout un truc d'agent double, d'espionnage et machin. Et les deux gars qui ont écrit ça, qui s'appellent Matt Apuzzo et Adam Goldman, parlent à un moment donné dans leur bouquin de Ali Abdelaziz. Et en fait, la situation qu'ils décrivent, c'est que en 2002, Ali Abdelaziz était en prison pour falsification de documents à New York, parce que donc il a été à New York à ce moment-là. Il était en prison et la police new-yorkaise, donc NYPD, l'a approché pour le faire devenir informateur dans un groupe armé qui s'appelle Muslims of America, sous couverture en fait. Et ensuite, la police new-yorkaise aurait partagé les services de Ali Abdelaziz avec le FBI pour qu'il puisse travailler à l'étranger aussi
Et c'est ce qu'il a fait. Il a été au Venezuela et dans plusieurs autres pays. Mais le FBI, au bout d'un moment, a décidé d'arrêter de travailler avec Ali Abdelaziz parce qu'en fait, ils soupçonnaient que ce soit un agent double. Ils ont arrêté de travailler avec lui, ils ont coupé tous les ponts avec Ali Abdelaziz et le gouvernement aurait même essayé de renvoyer du pays Ali Abdelaziz par la suite de ça, mais ils auraient échoué. Enfin, c'est étonnant, mais en tout cas, apparemment, c'est ce que dit l'histoire. Dans le bouquin. Voilà, ils auraient échoué. Et maintenant, on est dans une situation où, d'après ce que tu disais, il est interdit soit de sortir du pays des États-Unis, soit c'est parce que s'il en sort, il ne pourra plus rentrer. Sachant que ça, c'est assez compliqué pour nous d'avoir trouvé des informations, parce que c'était sorti lors du premier combat de Khabib en septembre 2019 à Abu Dhabi, où les gens disaient justement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Ali Abdelaziz qui est toujours présent pour lui, et apparemment c'était au niveau de la sortie de territoire aux États-Unis que ça pouvait poser problème. Voilà. Donc en fait, on en est là avec Ali Abdelaziz. C'est-à-dire que visiblement, il y a un passé qui est quand même assez trouble, c'est-à-dire que quel que soit le vrai du faux par rapport au fait que c'était un agent double au moment où il travaillait pour le FBI ou pas, ça on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que effectivement c'était un informateur et que, enfin c'est, voilà. De toute façon, les infos sont là. Oui. Il y a aussi un certain nombre d'informations, on va dire, que MMA Junkie se sont procurées au sujet de différentes agressions, tout ça qui... Ah oui, bah ça c'est par rapport à Ibkawa et tout ça. Ouais, exactement. Ouais, bah ça c'est avéré aussi. Ça c'est dans les rapports de police que. Donc, et ça c'est plus récent d'ailleurs. Et ça c'est plus récent que Ali Abdelaziz, en gros un événement du PFL par exemple, aurait frappé Abe Kawa, qui est un manager concurrent, qui est d'ailleurs le manager il de Masvidal et de First Round Management, l'une des plus puissantes agences au monde. Voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est visiblement assez sanguin, assez agressif dans sa manière de travailler, tout autant que dans sa manière d'être visiblement dans la vie. Donc voilà, en fait, c'est tout ce qu'on peut dire sur Ali Abdelaziz en restant neutre et en ne donnant aucune opinion, aucun jugement. Aucun jugement. Donc voilà. Il y a aussi cette partie House Noah, quand même, de Conor McGregor, qui avait pas mal choqué également. Et là aussi, donc là, c'est Mike Russell, journaliste d'investigation pour Real Fight Stories, qui avait tweeté justement par rapport à ça, le fameux Noah, donc qui était pour Conor McGregor le fils d'Ali Abdelaziz. Mike Russell confirmait, pour votre information, Noah est le fils d'Ali Abdelaziz, abandonné dans le Colorado lorsqu'il a commencé comme informateur pour le NYPD, ce que nous disait Rust, et pour qui il a $50 000 de retard en pension alimentaire. Donc c'était en octobre 2018 qu'il y avait ces informations-là. Ali Abdelaziz, donc c'est dans un article de Bloody Elbow, n'avait pas souhaité commenter par rapport à ça. Il n'a pas non plus réagi, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'a pas confirmé ou infirmé les informations de Conor McGregor et puis de tout ce qui s'est passé dans les différents articles. Ouais. Bah, quand Conor McGregor l'a attaqué, tu peux pas faire plus frontal, pendant la conférence de presse, il a réagi ensuite, mais il n'a jamais infirmé les informations. Et il n'a jamais dit que c'était faux, il n'a jamais dit, il a simplement dit, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais c'était vraiment en mode, concentre-toi sur Khabib ou, de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, je m'en fous, tu vois. Donc voilà. Voilà tout ce qu'on sait, et ce que vous savez maintenant, sur le manager de Khabib, Ali Abdelaziz. Il y a aussi toute cette partie, donc là plutôt pour Dominance MMA, qui est assez intéressante, parce que quand on a dit que c'était le deuxième homme le plus puissant du MMA aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes, on en parlait au début avec le PFL, les World Series of Fighting, où Ali Abdelaziz, pendant un temps, était matchmaker et vice-président de l'organisation, tout en manageant une bonne partie du roster. Ouais. Et il a eu des problèmes justement avec la justice, parce qu'il y a eu un dépôt de plainte, on va dire, qui a été lancé à son encontre, parce que justement, dans son matchmaking et dans ses choix de sponsors, il favorisait plutôt les combattants de l'écurie Dominance MMA plutôt que l'organisation pour laquelle il travaillait, donc les World Series of Fighting à l'époque, devenus PFL aujourd'hui. Et à ce moment-là aussi, donc on mettra l'article en lien, c'est la personne qui était mise en tant que présidente de Dominance MMA pour que lui, il évite d'avoir justement un éventuel conflit d'intérêts, c'était sa femme. Depuis, il est redevenu président de Dominance MMA et il n'a plus de lien avec les World Series of Fighting, même si, quand vous regardez justement le roster du PFL, qui est maintenant donc World Series of Fighting devenu PFL, il y a toujours énormément de combattants qui appartiennent à Ali Abdelaziz. C'est là que c'est assez intéressant, dans le sens où, même si aujourd'hui il n'a plus de lien officiel avec le PFL, on peut voir au PFL comme à l'UFC que souvent pour les combats pour le titre, par exemple, il va bientôt y avoir Kamaru Usman, Gilbert Burns, Marlon Moraes, Henry Cejudo, même là,
Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov, qui est quand même le plus gros combat de l'année, hein. C'est dingue. Ouais. Il a les deux mecs. Donc pour les négociations, c'est beaucoup plus simple. Parce que si vous voulez, il a toutes les cartes en main pour dire soit on le fait pas à ce moment-là, soit mes mecs sont pas prêts, ou soit mes mecs veulent plus. Parce que ce que l'UFC a l'habitude de faire, vous l'avez vu, par exemple pour les négociations pour Jorge Masvidal, c'est s'il y a un combattant qui demande plus d'argent, ben il passe tout de suite au mec d'en dessous. Là, si vous avez le champion plus son challenger numéro 1, c'est compliqué. Ouais. C'est très très compliqué pour l'UFC. Et c'est ça qui est vraiment assez ouf, c'est qu'en plus de ça, il a un espèce de, comme il est très polarisant. Par exemple, ce qu'il fait avec ESPN quand il dit à Ariel Helwani, moi, déjà, je viens plus chez toi et mes combattants ne seront plus interviewés par toi. Et c'est ce qui se passe vraiment. Ça montre à quel point, il a un pouvoir en plus du matchmaking, en plus de son management. Il peut décider de l'impact qu'auront ses combattants sur certaines chaînes ou non. C'est vraiment assez impressionnant de voir le degré de contrôle qu'il a dans la sphère MMA, en fait. Et bravo à lui, parce que pour le coup, là, on regarde par exemple aujourd'hui Frankie Edgar, Cody Garbrandt qui avait réussi à obtenir un title shot chez les flyweight juste après sa victoire, la première en 5 ans. En 5 ans? En 4 ans, parce que sa dernière victoire datait de 2016, enfin quasiment, contre Dominic Cruz, contre Rafael Assunção. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant parce qu'il a énormément de combattants, des combattants chaque fois très bien rankés, et puis surtout qui, mine de rien aussi, hein, il a sauvé pas mal de fois, pas les miches de l'UFC, mais on se souvient par exemple le combat du 21 décembre dernier qui était prévu entre Brian Ortega et Korean Zombie. Ortega était blessé, il leur fallait très rapidement quelqu'un pour sauver quand même la carte qui était faite pour le Korean Zombie, donc à Busan où notre cher Ross était pour accompagner Cyril. Frankie Edgar est arrivé. Frankie Edgar est arrivé et c'est là où c'est effectivement assez impressionnant, c'est que ça veut probablement donc dire que puisque les combattants ont autant confiance et ils sont très vocaux en faveur et vraiment ils sont dithyrambiques par rapport à Ali Abdelaziz, ça veut donc probablement dire que par exemple dans ce cas-là, dans cette situation, en gros Ali Abdelaziz a dû négocier un salaire ou un contrat spécifique pour ce combat-là qui a dû être vraiment très avantageux pour Frankie Edgar aussi. Donc ça veut dire qu'il a non seulement il a énormément de cartes en main, mais il sait les jouer et il les joue pour que ses combattants en bénéficient aussi. Donc franchement, c'est vrai que voilà, du point de vue du management et du point de vue du savoir-faire il est impressionnant, c'est clair. Et pour finir là-dessus, c'est vrai que sur la relation avec les combattants, Rost en avait parlé, mais c'est quelque chose qui est pas anodin dans le sens où, à part par exemple Jorge Masvidal avec, je crois que c'est Malki Kawa, donc le petit frère de Abe Kawa, si je me trompe pas sur les noms, il a vraiment une relation particulière avec lui, sinon c'est très rare. Parce qu'il est même sorti avec sa sœur. Exactement. Très particulier. Exactement. C'est très très rare d'avoir des combattants qui soient extrêmement proches de leur manager. Ouais. Et là, comme l'a dit Ross, tous les combattants du roster n'ont que des bons mots à l'égard d'Ali Abdelaziz. Ouais. Et ça n'arrive quasiment jamais. Parce que un manager, c'est quand même quelqu'un qui va vous prendre entre 10 et 20% de ce que vous gagnez à chaque fois. Donc, et vous connaissez les salaires des combattants, c'est rarement énorme jusqu'à ce qu'ils atteignent le statut de superstar. Donc là, pour vous dire que quelqu'un qui soit au PFL, à l'UFC ou même dans d'autres organisations, à chaque fois il soit Ali Abdelaziz, franchement il nous aide, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, Ali Abdelaziz a accès au compte Twitter de ses combattants. Ça aussi, mais non mais mine de rien. Ouais, mais d'ailleurs, ça faut une confiance. Shady, oui, exactement, mais il faut une confiance énorme pour se dire, je laisse mon compte à mon manager, parce que potentiellement il peut y avoir des approches d'entreprise, de concurrents également, d'autres organisations. Donc, enfin, c'est très très impressionnant. D'autant plus qu'on a quand même maintenant, d'autant plus avec la boxe anglaise et sur les décennies précédentes, on a quand même, ça y est, on a un bon échantillon de ce que le management peut aussi causer chez les combattants quand ils sont malhonnêtes. Mike Tyson, hein. Au hasard, avec, j'allais dire Don Fry, avec Don King. Don King. Donc le management, quand c'est fait de façon shady, tu peux foutre en l'air des combattants, tu peux leur faire perdre énormément d'argent, tu peux vraiment les enfoncer en fait. Et donc c'est tellement délicat effectivement de confier ta carrière à une agence ou à quelqu'un, de confier la manière dont tes revenus seront gérés à quelqu'un ou à une agence, que effectivement quand les gens de leur plein gré et proactivement vont faire les louanges de leur manager, c'est quand même assez exceptionnel pour être souligné et ça veut donc dire quelque chose.
Donc voilà, Ali Abdelaziz a réussi à construire véritablement un empire. Ça va être intéressant. Vraiment, moi, je suis impatient de voir ce qui va se passer dans les prochaines années pour lui, parce que c'est vrai que là maintenant, comme il a réussi à mettre la main sur tous les Dagestanais quelque part. Non, mais, c'est vrai. Tous les Dagestanais, il y a aussi l'agence, la succursale au Brésil. Donc mine de rien, il va peut-être accroître son influence. Il y a aussi peut-être, on peut parler de ça aussi, les liens qu'il entretient avec Kadyrov. Puisqu'il a sécurisé un deal particulièrement lucratif avec Ahmad Fight Club. Exactement, pour Fabricio Verdum. D'accord. Et oui. Ok, ça fait quand ça c'est fait, si je ne m'abuse, en 2015, je crois, en 2015. Ah oui, et c'est là où il y avait eu un truc avec l'UFC, parce qu'il y avait eu, je crois, Chris Weidman. Oui, exactement. Et Frank Mir qui avait été en Tchétchénie, et ça avait été un peu chaud à gérer pour les relations publiques de l'UFC. Tout à fait. Il a réussi aussi à sécuriser ça. Il y a aussi des liens qu'il a avec pour le Bahreïn, avec Khabib Nurmagomedov, qui faisait partie de l'équipe donc qui avait été montée au Bahreïn. Maintenant, je crois que c'est plus trop d'actualité, mais enfin bref, il a réussi aussi à sécuriser des très bons deals de ce côté-là. Donc là aussi, ça fait partie, ça ajoute à cette image un petit peu polarisante, parce que c'est vrai que voilà. C'est un peu chaud effectivement. Mais ça fait partie, mais c'est là aussi où, enfin, on va dire, je trouve c'est compliqué, parce qu'évidemment d'un point de vue politique, c'est difficile à défendre, mais sportivement aujourd'hui Ahmad, mine de rien, ils ont une organisation qui fait partie des plus puissantes au monde. L'UFC, ouais. Exactement. Ils ont aussi, mine de rien, une team qui ne rigole pas du tout, et puis Kadyrov a vraiment réussi à s'implanter dans le paysage MMA, parce que lors du l'UFC 242, je crois, donc en septembre 2019, le dernier qui était à Abu Dhabi, il était au premier rang. Ah ouais? Oui, il était Kadyrov? Kadyrov était au premier rang. Putain. Et tous les combattants venaient le saluer. Ah ouais? Ouais. Eh oui. Putain, je savais pas, j'avais pas fait gaffe. Donc, non, je crois qu'il avait pas été spécialement mis en avant sur ESPN, ouais. Exactement. Peut-être, ouais. Donc, mais bref, mais c'est dire que pour le fait, honnêtement, qu'il soit au premier rang, il a fallu, à mon avis, que l'UFC donne son accord, que les instances locales donnent leur accord aussi. Enfin, ça montre vraiment l'importance du monsieur dans le sport. Et qui était, enfin, mine de rien, un événement où il y a Khabib Nurmagomedov qui combat, c'est pas du tout anodin. Purée. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on est complet sur Ali Abdelaziz. Je regarde nos petites notes. Ouais, non, voilà. Ouais. It's done. It's done. Et it's done, mais quelque chose qu'on a oublié, c'est évidemment les sponsors, proud sponsors. Donc, MyProtein, moins combien? 38, 40? 38%, c'est avec le code la sueur. Avec le code la sueur. Et moins 10% toujours sur Venom. Tout Venom. Sponsor de l'UFC, de ONE FC et de la sueur. Au revoir. Swear.